4 femmes et non des moindres pour discuter de la place des femmes dans les sciences, les filières scientifiques, la place des femmes et des filles. Donc je vous présente dans l'ordre Colette Guillopé, qui est mathématicienne, professeure émérite d'université. Professeure émérite d'université à l'université Paris-Est Créteil. Elle a été présidente de l'association Femmes et Mathématiques entre 1996 et 1998 et de l'association Femmes et Sciences entre 2004 et 2008. Femmes et Sciences, donc, qui est une association de loi de 1901 qui regroupe plus de 400 membres, femmes et hommes, pour la plupart scientifiques de toutes disciplines. À côté de Colette, nous avons bien sûr Sophie Binet, donc la première femme secrétaire générale de la CGT. Ex-secrétaire générale de l'UGICT CGT, ingénieur cadre et technicien, engagée en 2005 dans la lutte contre le CPE, devenue conseillère principale d'éducation. Elle a notamment piloté à la CGT le collectif Égalité Femmes-Hommes et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. À côté de Sophie, nous avons Hélène Langevin-Joliot, qui est physicienne, directrice de recherche émérite au CNRS, autrice de nombreux ouvrages. De 2004 à 2012, elle a assumé la présidence de l'Union rationaliste créée par Paul Langevin. Elle est la fille de Frédéric et Irène Joliot-Curie et la petite-fille de Pierre et Marie Curie. Et à côté d'Hélène, nous avons Léna Rau, qui depuis l'été 2022 est secrétaire nationale de l'UEC, l'Union des étudiants communistes. Titulaire en Master 2 professionnel des métiers de la production théâtrale en vue de travailler dans l'administration de salles de théâtre. Alors on va commencer notamment avec Sophie Binet qui doit aller à un autre débat à 16h30. Donc on va commencer par toi Sophie, si tu es d'accord, autour de 4 questionnements. D'abord peut-être faire un état des lieux sur la place des femmes dans les filières scientifiques, dans les sciences, les forces, les faiblesses, notamment dans les sciences dites dures. Il y a toujours des inégalités, que ce soit de carrière, de poste, de salaire. Est-ce que tu veux commencer, Sophie ? Ça marche là ? Ouais, voilà, c'est ça. Bonjour à toutes et tous. Alors d'abord, je voulais quand même préciser que ma carrière scientifique s'était arrêtée très tôt, donc je me sens pas très légitime dans ce débat. Heureusement que je suis bien entourée. Peut-être plusieurs choses. D'abord sur l'état des lieux. On sait que ces 50 dernières années, l'amélioration de la situation des femmes, elle est liée essentiellement au fait que les femmes ont accédé à l'enseignement secondaire puis à l'enseignement supérieur, où désormais les femmes réussissent même mieux que les hommes. Et il y a plus de femmes qui sont diplômées de l'enseignement supérieur que d'hommes. Par contre, la ségrégation, elle reste totale en termes de matière, puisque les femmes accèdent à l'enseignement supérieur, mais elles sont d'abord dans des filières littéraires et pas sur les filières scientifiques. Alors pourquoi ? Il y a plusieurs facteurs explicatifs. D'abord, le poids des stéréotypes. On pourrait détailler longtemps sur ce point-là. Il y a eu beaucoup de recherches, notamment en sciences de l'éducation, qui montre comment ces stéréotypes invisibles sont intégrés dès la petite enfance et même chez les enseignants de façon involontaire dans la façon qu'ils ont de poser les questions ou d'enseigner les mathématiques aux garçons ou aux filles. On montre que les mathématiques et les sciences sont plutôt faites pour les garçons que pour les filles. Il y a eu des recherches assez connues faites où on demande à des petites filles et des petits garçons de faire un exercice de géométrie et on demande à des petites filles et à des petits garçons de faire le même exercice mais qui s'appelle un exercice de dessin. Et donc l'exercice intitulé géométrie, les garçons le réussissent mieux, et l'exercice intitulé dessin, alors que c'est exactement le même exercice, les filles le réussissent mieux. Donc cet exemple-là suffit à montrer combien il y a des stéréotypes qui organisent le fait que les filles se sentent moins légitimes
que les garçons à s'orienter vers les filières scientifiques et s'autocensurent. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle l'effet Matilda. Alors l'effet Matilda, c'est du nom d'une féministe américaine qui a été une des premières à identifier cet effet. C'est l'invisibilisation des femmes d'une façon générale. On sait qu'on le vit partout. Dans les luttes sociales, on invisibilise les luttes de femmes, mais aussi dans le travail scientifique, on invisibilise toujours les recherches féminines, l'approche, l'apport des femmes scientifiques. Et puis le troisième facteur explicatif, c'est évidemment le sexisme. Surtout quand des femmes sont dans des filières majoritairement masculines, un certain nombre d'entre elles y renoncent du fait du sexisme ambiant, qu'elles sont minoritaires, il peut y avoir des violences sexistes et sexuelles, un sexisme lié à la place de la maternité, etc. etc. Alors je ne vais pas faire plus long parce que je pense que ça sera approfondi. Qu'est-ce que ça pose comme problème tout ça ? Ça pose d'abord un problème de dynamique pour la recherche et en termes de recrutement. On sait que par exemple aujourd'hui sur les filières scientifiques, notamment les mathématiques, c'est les concours enseignants qui ont le plus de difficultés à recruter. Quel gâchis de se priver de la moitié de l'humanité en termes de possibilités de vivier. Pareil sur les métiers d'ingénieur, c'est des métiers en tension très demandés. On a besoin d'avoir davantage de femmes qui se tournent vers ces métiers parce qu'on se prive d'une bonne partie du potentiel. Le deuxième problème que ça pose, c'est un problème peut-être plus général, d'intérêt général, c'est que l'enjeu de la recherche, il est aussi sur la question de la finalité. Et on sait qu'en fonction de si c'est des femmes ou des hommes qui sont chercheurs, il y a aussi des voies qui seront explorées d'autres noms. Par exemple, en matière de recherche médicale, c'est seulement très récent, grâce à la mobilisation féministe, qu'on parle de maladies comme l'endométriose, qui sont sous-traitées, très peu approchées, sur lesquelles les médecins ne sont pas formés et sur lesquelles il y a très peu de traitements. De la même manière, en matière pharmaceutique, on a développé, grâce aux luttes féministes, la contraception féminine, mais il y a des possibilités d'avoir des pilules masculines qui auraient le même impact que la contraception féminine, qui n'ont pas été développées pour des enjeux économiques, mais aussi scientifiques. S'il y avait plus de femmes scientifiques, ça permettrait de travailler sur ces procédés et ainsi de faciliter le recours à la contraception et de le rendre plus égalitaire pour éviter que ça repose uniquement et que ça soit uniquement la responsabilité des femmes. Enfin, dernier exemple, sur la question du numérique, on a là un cas très particulier et très intéressant à regarder. C'est-à-dire que le numérique, c'est important de rappeler que jusqu'aux années 80-90, c'était majoritairement des femmes qui étaient sur les métiers du numérique parce qu'issus des métiers de dactylo qui étaient féminins. À partir du moment où ces métiers sont devenus plus attractifs avec la révolution numérique, il y a eu un effet d'attractivité très fort en direction des hommes et à l'inverse un découragement féminin qui font que maintenant les métiers numériques sont un bastion masculin avec essentiellement des ingénieurs informatiques, développeurs, etc. qui sont des hommes et un enjeu de société. On sait que derrière les algorithmes se cachent des choix politiques d'une façon générale, mais il y a aussi des choix qui impactent sur l'égalité des sexes. Le fait que les algorithmes soient développés uniquement par des développeurs hommes, déjà on en a peu de clés de compréhension de ce qui se joue avec les algorithmes, mais en plus le fait que les femmes soient complètement absentes de ces innovations, ça nous exclut d'un levier majeur. On sait que la grande transformation qui est en cours, c'est la transformation numérique, avec des effets de rupture très importants, avec un enjeu de maîtrise humaine pour ne pas qu'on se retrouve dans la situation de Frankenstein avec des choses créées par l'homme qui nous échappent. Là, on est typiquement dans cette situation avec, en tous les cas, des choses qui échappent aux femmes, puisqu'elles sont déjà massivement exclues. Et puis la dernière conséquence négative de cette exclusion des femmes des métiers scientifiques, c'est évidemment que ça contribue aux inégalités salariales, puisque les métiers scientifiques, numériques, ingénieurs font partie des métiers et des filières les plus reconnus. Et donc dans les 25% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes, il y a plusieurs facteurs, mais il y a notamment ce qu'on appelle les parois de verre, le fait que les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes métiers et que les femmes sont concentrées dans des métiers moins reconnus et moins bien rémunérés, donc les filières lettres et sciences humaines et pas les filières scientifiques, les métiers du soin et du lien et pas les métiers industriels. Et donc cette éviction des femmes des métiers scientifiques, elle joue aussi un rôle majeur dans la formation des inégalités salariales. Donc tout ça pour dire que cet enjeu est central pour les féministes.
Alors comment on fait ? D'abord, il faut avoir une action volontariste pour combattre les stéréotypes. Et pour combattre les stéréotypes, il faut commencer par mettre les bonnes lunettes pour voir, parce que ces stéréotypes sont complètement invisibilisés et normalisés. Et donc, il y a des études maintenant qui sont très intéressantes. Par exemple, des chercheuses américaines qui avaient fait des études comparatives entre femmes et hommes scientifiques. Donc là, pour le coup, des femmes qui avaient réussi à crever le plafond de verre et qui étaient aussi chercheuses, qui avait démontré que les femmes chercheuses avaient moins de mètres carrés de labo que les hommes chercheurs. Donc tout ça pour dire que les inégalités se nichent dans le moindre détail, qui n'en est pas un, parce que les mètres carrés de labo derrière, ça veut dire le nombre de personnes qu'on va pouvoir avoir dans l'équipe et donc le nombre de résultats qu'on va pouvoir sortir. Et donc la première chose pour combattre les stéréotypes, c'est mettre les lunettes pour voir. Et donc, analyser, quantifier, regarder, est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans tel endroit et le fait qu'il y ait moins de femmes, ça doit interpeller sur, tiens, là, il doit y avoir un stéréotype. Ensuite, il faut évidemment jouer sur la formation des enseignants, qui sont encore beaucoup trop peu sensibilisés sur ces aspects-là, pour que dans les enseignements, les enseignants soient très vigilants, les enseignants qui en plus sont majoritairement des enseignantes, soient très vigilants et vigilantes sur le poids des stéréotypes. Il faut lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Je parlais tout à l'heure des métiers du numérique. Les métiers du numérique sont parmi les moins féminisés dans l'encadrement. C'est aussi parmi ces métiers qu'on a eu les cas de violences sexistes et sexuelles. On se souvient d'Ubisoft, par exemple, avec une ambiance sexiste généralisée et des violences sexistes et sexuelles. Le secteur du jeu vidéo, par exemple, des développeurs, c'est des secteurs qui sont connus pour être des secteurs structurés aussi par des stéréotypes sexistes. Donc il faut avoir une action volontariste sur ces questions-là. Et d'ailleurs, pour revenir sur la question du numérique, le fait que les jeux vidéo soient très majoritairement fabriqués par les hommes, ça pose un problème énorme. On sait que les jeux vidéo véhiculent des stéréotypes sexistes massif. Il n'y a qu'à voir, bon, en général, il n'y a pas de femmes, et puis quand il y a des femmes, c'est des bimbos, avec des stéréotypes très forts. Et quand on sait le pourcentage d'utilisateurs chez les jeunes générations, on peut avoir tous les grands discours qu'on veut. Si on ne fait pas évoluer les jeux vidéo, on ne pourra pas jouer en profondeur sur la vision de la place des sexes. Donc, raison de plus pour féminiser ces filières. Et puis, il faut bien sûr jouer sur les jurys de recrutement, notamment dans l'enseignement supérieur, dans les jurys de recrutement qui ont, rappelons-le quand même, les pleins pouvoirs en matière de carrière scientifique. Le mandarinat, c'est encore une vraie réalité en France. Et donc ils sont tenus par des hommes avec des ambiances sexistes importantes, une discrimination très forte sur la maternité, puisque les femmes ont justement à ces moments d'accélérateur de carrière entre 30 et 40 ans, quand les hommes vont pouvoir faire leur habilitation à diriger des recherches et vont pouvoir se concentrer sur leurs recherches, les femmes, ça va être le moment d'avoir des enfants et de prendre du temps pour les éduquer. Donc il y a besoin de travailler sur les carrières universitaires avec une action volontariste aussi de féminisation des jurys et de travailler sur ces jurys-là. Voilà, je vais m'arrêter là, mais en tous les cas, deux choses de mon point de vue à retenir. La première, c'est un enjeu majeur de société, parce que si on ne maîtrise pas, on sait que de la maîtrise scientifique, c'est un enjeu démocratique. Et donc si c'est les hommes qui ont la maîtrise scientifique, forcément les femmes ont un handicap démocratique majeur. Et puis deuxième chose, il n'y a pas de fatalité, il y a plein de leviers très concrets qui pourraient être actionnés si on voulait faire bouger les choses. Et de ce point de vue-là, la réforme du bac Blanquer est catastrophique, puisqu'elle a fait reculer massivement la place des femmes dans les filières scientifiques. Donc on voit qu'une réforme, elle peut avoir un impact positif ou négatif, et que toute réforme de l'orientation des filières d'enseignement supérieur, elle devrait aussi être évaluée en fonction de son impact sur le genre, et avoir pour objectif de faire tomber ces parois de verre pour permettre qu'il y ait autant de femmes que d'hommes dans les filières littéraires qu'il faut revaloriser, mais aussi dans les filières scientifiques. Merci Sophie Binet. Je voulais faire rebondir Hélène Langevin-Joliot sur les propos de Sophie Binet par rapport à ce que vous avez pu vivre en tant que physicienne. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce que vient de dire Sophie Binet sur justement ces inégalités et ces leviers qu'on pourrait
lever pour en finir avec ces discriminations envers les femmes en sciences dures, surtout, maths et physique? Je pense que, évidemment, je suis la plus âgée sur cette tribune, et personne n'en doute, évidemment, et par conséquent, je ne suis pas du tout en état de m'embarquer dans une discussion sur exactement où est-ce qu'on en est sur tel point. Malheureusement, je n'ai pas une proximité suffisante. Par contre, bon, disons que j'ai un regard en arrière qui m'amène quand même à des réflexions qui, à mon avis, peuvent déboucher aussi aujourd'hui. Bon, vous imaginez que j'ai eu plus que d'autres, par l'exemple de mon père et de ma mère, qui travaillaient à égalité en sciences, ça m'a donné des raisons d'avoir envie de choisir cette direction et d'y entrer sans le moindre complexe, sans imaginer une seconde qu'il y avait éventuellement des problèmes. Bon, en fait, j'ai fait une école d'ingénieur, l'école de physique et chimie industrielle, et sorti de là, et je me suis retrouvé me présenter 4 ans plus tard au CNRS et y rentrer dans la foulée, comme quelques autres. C'était une année favorable, en fin 48. Avec tout de même le fait que mon mari, lui, était rentré en septembre, et moi, en décembre. Bon, mais bon, négligeable comme problème. Voilà. Vous imaginez bien que le contexte de la recherche que j'ai vécu pendant ma carrière, en la prolongeant un peu, presque 60 ans, et puis en pensant aux 20 dernières années, le contexte de la recherche, il a évidemment énormément évolué. Alors, je ne vais pas vous le raconter, bien sûr, de A à Z. Ce que je voudrais juste dire un mot du départ, à savoir la situation, la situation d'après-guerre. Je la caractériserais par le fait qu'il y avait une grande importance reconnue à la recherche scientifique. Je ne vais pas revenir sur les conséquences de la guerre, mais ça avait beaucoup contribué à ça. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'on était, d'une certaine façon, au milieu du gué, dans une transformation très importante, qui est celle qui transforme les savants des siècles passés en scientifiques et en chercheurs du XXe siècle et bien sûr du XXIe. Transformation qui n'est pas égale dans toutes les disciplines, mais en route, c'était. Le nombre de femmes dans les laboratoires était encore très faible, mais on ne pouvait plus dire les femmes présentes, Marie Curie, étaient des exceptions. Cela changeait, et avec naïveté, on pouvait penser, et c'était certainement ce que je devais penser à l'époque, que somme toute, la tendance générale à l'augmentation du nombre de femmes se poursuivrait naturellement sans autre problème. On s'est rendu compte, évidemment, que au fur et à mesure que les femmes étaient plus présentes, parmi les étudiantes d'abord, je pense à la chimie, à la biologie, puis dans les laboratoires, commençaient à avoir des problèmes. Et des problèmes qui touchaient à des freins sur la carrière des femmes. On a commencé quand même à se poser des questions et dans les années 80, la situation des femmes a commencé à devenir un sujet d'importance. Alors, un mot sur mon cas, c'est presque une excuse. Découvrant littéralement la question à cette époque-là, après l'avoir totalement ignorée.
une excuse. J'étais rentrée par l'école de physique et chimie. Et dans cette école, en 1946, nous étions entre 20 et 25% de femmes dans ma promotion, ce que peuvent envier certaines écoles d'ingénieurs aujourd'hui. Alors bon, les femmes, bon, ben voilà, c'était comme ça. C'était comme ça. Et donc, comme par ailleurs, dans la physique nucléaire où je suis entrée, il se trouvait qu'il y avait des femmes déjà au laboratoire et que ce n'était pas en nombre totalement négligeable, eh bien, le contexte ne poussait pas à s'intéresser à la question. Je serais aujourd'hui capable, ce que je n'étais pas à l'époque, de repérer telle ou telle discrimination à mon égard. Je voyais bien les situations inégales un peu partout, et notamment quand je partais à l'étranger pour un colloque ou un congrès international. C'était quand même très frappant. Nous n'étions pas un nombre très important de femmes, mais quand même, les femmes venant de France étaient en nombre, se voyaient quand même, et celles qu'on voyait par ailleurs, eh ben, c'était des Espagnols ou des femmes venant des pays nordiques. Et pour ce qui est des Allemandes, je ne suis pas sûre d'en avoir rencontré une seule. Bon, il y en avait certainement. Et les pays anglo-saxons, Royaume-Uni et États-Unis, c'était sans comparaison avec ce qu'on aurait pu supposer, vu l'importance de la physique nucléaire dans ces pays-là à l'époque. C'était frappant. Et je ne suis pas convaincu que les progrès qui ont eu lieu depuis, quand je vois certains chiffres, que tout va bien et même que tout va mieux que par rapport à la France, personnellement, le poids en Allemagne ou dans les pays anglo-saxons, moi je ne suis pas si convaincu que ça, que c'est un miracle. Je crois qu'ils ont beaucoup à faire. Je crois qu'ils ont beaucoup à faire. Alors, discrimination, bien sûr, au fond, je trouvais tout à fait normal à un moment donné qu'on me propose de présider une séance de congrès. Mais je laissais passer, sans me poser de questions, le fait qu'on ne me proposait pas l'exposé invité. C'était flagrant. Pour ce qui est de ma prise de conscience, qui vous intéressera peut-être pas forcément, mais elle est quand même typique du choc. Je suis invité dans l'année 80 par le ministre de la Recherche à l'occasion de la visite d'une délégation polonaise importante pour signer un accord. Et figurez-vous qu'à ce déjeuner, la question de la place des sciences, qui était déjà donc dans l'air du temps, vient dans la conversation. Mes yeux font le tour de la table de 25 personnes. J'étais la seule femme. Évidemment, j'ai rebondi là-dessus en leur faisant remarquer que de surcroît, je savais bien pourquoi j'étais là et pas pour autre chose. Et c'était quand même un choc. 10 ans après, il y a eu le billet de 500 francs à l'image de Pierre et Marie Curie. Et une réunion de toutes les notoriétés de la région de Chamalières pour célébrer cela. Bon, grande réunion. Nous étions 150. Et 6 femmes, dont la secrétaire d'État aux droits des femmes qui existait à l'époque. On s'est regardé. Je dois dire que j'ai pris l'habitude, depuis cette époque, quand je rentre dans une salle, je jette un coup d'œil et j'enregistre. Combien de femmes, combien d'hommes. Et je n'ai pas perdu cette habitude. Pour ce qui est des initiatives pour y venir sur la parité, je ne vais pas vous dire à quel rythme les choses ont été, ce n'est pas le sujet. Mais je dirais globalement, moi, depuis ces années 80, j'ai vu de réels progrès. Et
il faut saluer les efforts qui ont été faits. Mais quand je me retourne maintenant sur les dernières années, je dirais à partir de 2008, 2010 et à peu près, l'impression qui en ressort, c'est que la sous-représentation des filles dans les cursus scientifiques et celle des femmes dans les milieux scientifiques et techniques sont en train de stagner et pourquoi pas de régresser. Je m'interroge, à ce moment-là, il y a des gens qui réagissent, mais je m'interroge sur la signification des biais dénoncés sur les modes de socialisation des filles pour expliquer les blocages en question. Il faut faire reculer, dit-on, les préjugés des filles sur la carrière scientifique présentée comme difficilement conciliable avec une vie de famille. Eh bien, encore faudrait-il que la réalité de tous les jours ne renforce pas cette situation. Il est de fait, il faut le regarder en face, que depuis cette dernière période, la précarité fait un retour en force. Moi, je l'ai connue au début du CNRS, mais on la voit venir en force, avec ce qui va avec, les exigences de mobilité, de compétition, de tous contre tous, et les uns et les autres, c'est des facteurs contribuant à la régression, et c'est une question qu'à mon avis, le combat pour la parité ne peut pas, peut-être n'y attache pas assez d'importance. Et par ailleurs, la sous-représentation des filles dans les cursus scientifiques est toujours exprimée. Il faut que les filles rattrapent les hommes dans tel point. Moi, je suis tenté de dire, mais il faut que les hommes rattrapent les filles dans certains métiers où on aurait aussi besoin d'eux, même s'ils sont moins payés. Et le tout est dans une situation où on constate que le frein côté droit des femmes s'accompagne, à mon avis, clairement d'une certaine désaffection de l'ensemble des jeunes pour les sciences. À moins de confondre le scientifique et le manager, la science n'est pas en haut de l'affiche en matière de rémunération et le dogme de la mobilité fait de la vie des jeunes chercheuses comme des jeunes chercheuses en prime une course d'obstacles. Les derniers changements qui sont passés les changements qui sont intervenus pour le baccalauréat, grande discussion technique sur la situation du baccalauréat entre le secondaire et l'entrée dans le supérieur. Eh bien oui, mais à moins que je me trompe beaucoup, les questions posées aux étudiants se sont gentiment traduites par une dégringolade des choix faits qui peuvent mener vers les orientations scientifiques et pire pour les jeunes étudiantes. Hélène, ça on va l'aborder. Carrément 10 ans perdus pour la parité. On est revenu carrément en arrière. On va l'aborder notamment avec Léna Rowe. Je voudrais conclure pour ne pas trop allonger. Merci Sophie. Merci. Vu de mon côté, j'ai quand même le sentiment qu'on est à un tournant. Je crois que la situation est grave et la vulnérabilité des acquis de la parité, je crois qu'il faut les regarder en face. Et moi, j'en tire. Alors, je ne connais pas maintenant la situation des choses comme les autres, c'est évident. Mais quand même, il faut poursuivre sur chaque point qui concerne spécifiquement les jeunes filles ou les femmes. Cette bataille, elle doit être continuée, n'est variéture.
Mais par contre, il faut associer, me semble-t-il, aujourd'hui, beaucoup plus que cela n'est fait, l'idée du droit des femmes et la situation plus générale. Il faudrait retrouver une certaine décision qui avait été, auquel je me réfère, moi qui suis vieille, à la situation des chercheurs après la guerre, qui étaient avec leur bourse en pleine précarité, et le remède qui a été trouvé. Remède de syndicalisation à marche forcée, mobilisation, et en définitive, le statut des chercheurs du CNRS, donc l'idée qu'il y avait un métier de chercheur ou chercheuse qui tenait la route en dehors des grands postes de l'université. Eh bien, je suppose que maintenant, il me semble qu'il faudrait trouver le moyen de remobiliser autour de ces questions, je dirais, étudiants et étudiantes, et chercheurs et chercheuses. Il y a une certaine conscience du cas spécifique des femmes, mais le replacer dans un combat qui, à mon avis, est strictement indispensable si on veut sortir des difficultés actuelles, c'est-à-dire celles imposées au fonctionnement de la recherche et des activités scientifiques en général, ce qui est, à mon avis, quand même, au stade actuel, devenu une raison majeure de la stagnation et des reculs sur le problème des femmes. Alors, très bien. Si vous voulez, on ne peut pas ignorer le néolibéralisme qui est dominant et insidieux depuis 40 ans. Il tente d'imposer comme seul possible le mode de développement auquel on voit arriver aujourd'hui à un mode de développement qui est pensé exclusivement en fonction des intérêts du capital. Merci Hélène. Avant de passer la parole à Léna, puis on reviendra. Et pour cela, il est clair qu'il a bien fallu qu'ils tendent la réalité. Et ils ont tendu la réalité sur ce qu'est la science et ce qu'est la recherche, au moins sur 2 points. Sur la science, le caractère de plus en plus collectif du progrès de la science. Et ils ont tout fait et réussi à faire jusqu'à présent. Remplacer cette idée-là par l'idée que, somme toute, la science progressait, quelques grands esprits, quelques prix Nobel ici et là, et de toute façon, quelques personnalités soigneusement sélectionnées à travers les appels d'offres, les ceci et les cela. Ça n'aide pas les femmes, ça, et c'est contraire à la réalité. Colette Guillopé, justement là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez sur les offres je posais la question à Colette Guillopé sur la recherche, la place des femmes dans la recherche et notamment le fait qu'elles soient encore plus privatisées. Et on vous redonne le micro juste après, Hélène. Oui, attendez. Je posais la question à Colette et puis on vous redonne le micro juste après avec Léna. Et que Colette rebondisse sur la recherche. Allez-y. Oui, merci beaucoup. Bon, donc, moi, j'agis en fait dans le cadre d'associations, un peu en tant que professionnelle aussi quand même, hein, mais bon, surtout dans le cadre d'associations et depuis très longtemps. Alors, écoutez, effectivement, le monde de la recherche, c'est compliqué en ce moment. Qu'est-ce qu'on fait? C'est de plus en plus précaire. Je dois dire que moi, j'ai commencé, j'étais recrutée au CNRS, j'avais 26 ans et j'avais une thèse, bon voilà, et j'ai mon premier et unique enfant à 32 ans parce que je voulais avoir terminé mes études entièrement et avoir fait ma thèse d'État avant de m'engager dans la maternité. Mais maintenant, c'est quand même très compliqué, c'est pratiquement impossible. Les postes de titulaires dans la recherche, il faut attendre 32 ans, 33 ans, 34 ans, 35 ans.
Et même en sciences dures, il faut faire 1 ou 2 post-docs, souvent aller à l'étranger. Enfin, il y a quelques personnes qui arrivent à être recrutées très tôt, mais c'est quand même très très rare. Et donc c'est franchement un problème. Et alors comment on fait? En fait, c'est compliqué parce que je pense qu'il y a tout un faisceau de raisons qui font qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans la recherche. Et ça commence évidemment dès tout petit, à l'école, dans les familles, dans la société. Un sexisme absolument dramatique. Le fait qu'on éduque effectivement les petits garçons et les petites filles pas du tout de la même façon, même si on prétend qu'on fait la même chose. Quand on a plein d'enfants, on fait pareil pour les garçons et les filles, tout le monde le dit, mais pratiquement c'est pas vrai. Toutes les études le montrent. Et puis, bon, ça continue en fait tout le temps. Hein, donc, moi, je sais vraiment pas quoi faire. On vient de reculer, effectivement, on l'a signalé. Disons le fait qu'il y a très peu de filles, à partir du moment où on a rendu les mathématiques facultatives en classe de première, eh bien, beaucoup de filles ont dit que c'était même plus la peine de faire des maths puisque c'était facultatif, à quoi ça te sert? Alors, je dois dire que c'est pas que les filles, c'est aussi les personnes, les enfants des milieux sociaux peu favorisés. En fait, cette réforme, elle a fait que ce sont les enfants, les garçons des milieux favorisés qui vont pouvoir faire des métiers scientifiques et aller vers les sciences et avoir des boulots de cadre bien payés, etc. Et alors évidemment, il n'y aura pas assez d'ingénieurs, il n'y aura pas assez de chercheurs, il n'y aura pas assez de gens comme ça, puisque de toute façon, il y en a beaucoup moins maintenant qui font des maths et des sciences en général. Donc moi, je mets au défi la France et nos gouvernements de voir comment ils vont faire pour rien que recruter les enseignants, recruter les chercheurs, recruter les ingénieurs, comment on va construire les ponts, les trains, les routes, les immeubles, etc. En fait, moi je pense qu'il va y avoir une solution qui va forcément se trouver, qui va être par une immigration importante des pays où on n'a pas abandonné la formation scientifique des gens, des élèves, hein, comme en Inde, en Vietnam, en Afrique, Afrique subsaharienne, etc. Et alors, je ne vous dis pas, vous savez que les Français, ils adorent, les Français, ils adorent les pays qui n'ont pas la même, enfin les personnes qui n'ont pas la même couleur de peau qu'eux. Donc je ne vous dis pas les problèmes vers lesquels nous allons probablement aller, mais c'est assez incroyable. Alors moi, je ne sais pas, je trouve que Sophie, elle a dit tout, en fait, elle a dit tout ce qui se passait. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'avais pris des... En fait, le gouvernement a un plan maintenant qui s'appelle Tech pour toutes, pour encourager plus de filles, former plus de filles au numérique, 10 000 filles en 3 ans, et les accompagner. Alors, bon, moi, je suis extrêmement inquiète. Je participe au groupe de travail et je suis très inquiète parce qu'en fait, on va prendre les jeunes filles qui font des maths et on va les envoyer dans le numérique. En fait, ça va être à volume constant. Enfin, bon, voilà, puisque de toute façon, on a supprimé... Bon, ils ont rajouté 1h30 de maths à tout le monde. Enfin, c'est un peu une punition au lycée. C'est-à-dire que les élèves qui font l'option maths, la spécialité maths, eh ben, ils ont 1h30 de moins. Les autres, ils ont 1h30 et de maths. C'est vraiment la punition. Hein. C'est vraiment une réforme qui est une catastrophe. Alors, qu'est-ce que je peux dire aussi? Bon, il y a la précarité hein, dans la recherche, en général, et qui est beaucoup plus importante qu'elle n'était avant. Donc, c'est beaucoup plus difficile pour tout le monde, pour les femmes et pour les hommes, pour tout le monde, mais aussi pour les femmes. Qu'est-ce que je peux dire? La France... en fait, elle n'a pas fait grand-chose, elle n'a rien fait en gros pour... au contraire, il y avait une filière d'excellence qui était celle des écoles normales supérieures, dont j'ai bénéficié, qui a été supprimée, il y avait un système de quotas qui a été supprimé pour les filles. Et en fait, quand ça a été supprimé, on savait, nous, pertinemment, qu'il n'y aurait plus de filles, ou très peu de filles, dans les meilleurs scientifiques, puisqu'on utilisait ce que j'appelle des critères dits masculins. On prenait le même concours que celui donné aux garçons, avec les mêmes critères, à savoir aller le plus vite possible, c'est un peu salopé mais c'est pas grave. Mais en fait tout ça,
les filles, si on disait, bon, on veut une solution très très bien, eh bien, très faite, eh bien, on recruterait plus de filles. Il suffirait de changer de critères. C'est pas très compliqué à faire. Mais politiquement, c'est compliqué. Hein, puisqu'on est une société très machiste. Voilà. Merci. Merci. Justement, Léna Rowe, secrétaire nationale de l'UEC. Vas-y, parle. Est-ce qu'on t'entend? Ouais, c'est bon. Oui. Justement, alors sur l'état des lieux pour les étudiants Ouais. et les solutions, je pense que tu as beaucoup à dire aussi. Oui. Alors, à la base, dans mon intervention, j'avais prévu de revenir un peu sur la réforme du bac, mais on en a beaucoup parlé. Puisque cette réforme, en réalité, pour l'UEC et la JC, elle a joué vraiment d'éléments assez bouleversants dans la construction du lycée et du parcours d'éducation, puisque cette réforme de 2018, elle agit comme un casse du cadrage national du diplôme. On a supprimé les filières S, L et ES pour un libre choix à la carte d'options, et la suppression des maths à la base, puisqu'ils sont revenus dessus en voyant les chiffres, a eu un effet assez flagrant et assez dramatique, puisque en 2019 on observe 83% des filles qui pratiquent les mathématiques qui le passent au bac, donc jusqu'à la fin du lycée, et en 2021 on passe à 48%. Donc les chiffres sont assez flagrant, et au vu de ça, ils sont revenus dessus, pas sur l'entièreté de la réforme qui pourtant agit énormément sur l'orientation des jeunes femmes. Et ce qui agit aussi comme un filtre, et ça je pense qu'à l'UEC, à la JC, on en parle beaucoup, c'est Parcoursup. C'est la sélection sociale, puisque la construction des dossiers Parcoursup est déjà tout ce qui est stéréotype sur les maths et les sciences, ça agit comme un double filtre. Les jeunes femmes vont aller moins vers les filières scientifiques de fait du cliché de la compétition dans ces filières ou la complexité. Donc on a une disqualification de ces filières qui ont des conséquences énormes pour l'ESR. Puisque lorsqu'on regarde un peu les trajectoires des jeunes femmes par rapport aux hommes, on a plus de femmes dans les filières scientifiques en licence. En master, on arrive à peu près égalité. En thèse, ça s'inverse, mais ça reste assez proche. On est sur du 60% d'hommes et 40% de femmes. Et ensuite, quand on arrive dans une professionnalisation dans la recherche, il y a un gap énorme et on passe plutôt autour de 30%, 70%, puisqu'on l'a évoqué, le moment de devenir professeur titulaire, ça arrive à une époque de la vie vers 30 ans, 35 ans, et les femmes vis-à-vis de la maternité, de leur vie, ne vont pas forcément continuer là-dedans, ou alors vont être dans des contrats beaucoup plus précaires, contractuels, qui sont moins rémunérés et qui ne permettent pas d'accéder aussi à des études, à des recherches, des projets de recherche. Et sur les filières scientifiques, spécifiquement dans l'ESR, ça me fait penser à petite anecdote sur un débat aux universités d'été du parti. Je parlais de ça justement, et on me faisait remarquer que en médecine, un professeur de médecine me disait moi pourtant j'ai 3/4 de femmes dans mes élèves. Oui, d'accord. Dans les filières du vivant, on observe 57% de femmes. Mais par contre, quand on passe dans les sciences exactes et les applications, on passe à 31%. Donc cette différence, elle existe au sein même des différentes filières scientifiques. Et ça se voit ensuite au sein du CNRS, on voit que 34,5% des chercheurs seulement sont des femmes. Et je vais vous dire, en Europe, on est un peu quand même les mauvais élèves sur ce sujet, puisque on arrive dans les derniers, on est même en dessous de la moyenne européenne. Les premiers sont les Norvégiens avec 55% de femmes. Donc aujourd'hui, je pense que la France doit
très clairement se remettre en question sur ça, puisqu'on se prive quand même d'une partie de la population, de recherches qui pourraient, et d'études qui pourraient être très intéressantes. Et c'est vrai que les transformations de l'ESR et de la recherche, notamment du fait des appels à projets et du financement qui devient de plus en plus difficile, créent aussi ce gap, quoi, enfin, cet écart. Est-ce que j'évoque les solutions maintenant ou Sauf si vous voulez rebondir, collègue Guillopé ou Hélène, sur ces chiffres. C'est vrai que vous êtes en physique et en maths, qui sont normalement, c'est pas normal justement, deux disciplines sous-représentées où il y a très peu de femmes. J'avais lu au CNRS 20% en mathématiques, il y a seulement 20% de femmes en maths, informatique ou physique, 34% en chimie, et en biologie, justement, ce que vous disiez, 43% en biologie, un petit peu plus. Donc mathématiques et physique, peut-être que vous pourriez nous livrer votre témoignage en tant que femme sur les obstacles que vous avez vécus. Et après, Léna, je pense qu'il faut absolument qu'on vienne aux solutions pour les étudiants. En tant que témoignage, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais je pense que c'est quand même extrêmement difficile parce que bon, j'ai été donc chercheuse, CNRS, puis je suis devenue professeuse à l'université. Donc j'ai fait tout le parcours de jeunes, puis moins jeunes, et aussi de recruter des personnes, des nouvelles maîtresses de conférences, maîtres de conférences, etc. Et j'ai constaté que, bon, alors maintenant c'est moins le cas, mais déjà c'était extrêmement difficile dans les comités de sélection, puisqu'on était en général 0 femme ou 1 femme participant au comité de sélection. Et donc, on examinait des dossiers, et puis il y avait des auditions. Il n'y avait que des garçons, hein, que des hommes qui observaient ce qui se passait. Et puis, le sexisme qui était balancé de façon extrêmement importante. Hein. Moi, je l'ai vécu. Et puis, les collègues à moi aussi. Et bon, maintenant, c'est un peu moins le cas. Mais ça ne veut pas dire que si on met plus de femmes dans les comités de sélection, il y aura plus de femmes qui seront recrutées. Ce qui est spécialement important, c'est que, effectivement, tout le monde soit formé aux stéréotypes. Hein, que ce soit des plus petits aux professionnels, tous les professionnels. Voilà. Et ce qu'on constate quand même très souvent, et ce que je vois maintenant arriver, c'est que les femmes absolument géniales, elles sont recrutées, elles sont classées premières sur plein de postes. Et derrière, il y a des hommes, certains un peu géniaux, mais souvent assez normaux, hein, et qui, eux, sont recrutés. Donc, on va recruter en mathématiques en particulier, 1 femme géniale ou 2 femmes géniales, 3 femmes géniales, et puis tout le reste, ce sera que des hommes. Et au niveau des promotions, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on décide, oh, bah, y a très peu de femmes, donc il y a peu de promotions pour elles, donc il n'y en a pas. Donc, franchement, on est toujours décalé, on est toujours... ça. Et puis il y a aussi la répartition du travail dans le laboratoire. Bon, moi je suis dans un laboratoire de mathématiques, il n'y a pas de... Bon, il y a des personnes qui font du numérique, mais il n'y a pas d'expérimental. Mais malgré tout, la répartition dans le laboratoire, eh bien, quand quelqu'un a des difficultés, ce sont les femmes qui s'en occupent. Et ça, c'est pas du tout reconnu, en fait. Bon, les hommes, ils veulent bien toutes les responsabilités. Ah, parce que comme ça, ce sera bien pour mon dossier. Je vais pouvoir passer à la classe exceptionnelle, hein, pour les professeurs. Mais voilà, quoi. Donc, il y a quand même énormément de choses qui se passent dans nos disciplines et dans toutes les disciplines, hein, pas seulement en maths. Merci. Merci. Hélène, vous voulez rebondir ? Ouais. Sur ce que vous aviez vécu justement en tant que... Bon, vous aviez un parcours exceptionnel, c'est vrai, mais vous avez eu des obstacles en tant que physicienne, vous le racontiez, vous étiez la seule femme. Je voudrais revenir sur une question générale, hein, parce que comme je dis, je n'ai pas une connaissance récente de comment telle et telle chose se produisait également. Il me semble aussi que là, je reviens encore sur le fait que l'issue, enfin, la lutte pour la parité, pour la situation des femmes scientifiques, à mon avis, elle est dans une situation dangereuse. Et me semble-t-il, je reviens sur le fait que je crois qu'il faut absolument la réinsérer plus qu'on ne le fait encore aujourd'hui dans les problèmes, je dirais, qui ressortent
de la situation confère à la recherche et à la science avec le libéralisme triomphant. Bon, c'est sur ce que j'avais dit sur la science, c'est vrai aussi sur la bureaucratisation qui ressort de tout le système de compétition complexe qui est et appel d'offres et re-appel d'offres et re-appel d'offres, qui fait qu'ils ont réussi à créer les conditions d'un pilotage par le haut, depuis la recherche fondamentale, tout mélangé, jusqu'aux applications technologiques, etc., dans un flou artistique qui nie les différences, ça c'est sûr, en sous-finançant globalement, donc en exaspérant la compétition entre finalement les individus, finalement les équipes, et qui se plaignent que pour avoir de l'argent, c'est pas un appel d'offres, c'est 2 appels d'offres, c'est 3 appels d'offres, etc., etc. Et enfin, me semble-t-il, après tout, regardons ailleurs que dans le domaine des scientifiques. On se plaint que voilà, il y a des travailleurs qui ont envie de changer de métier. Ben, je ne suis pas sûr que je serais dans la recherche aujourd'hui, je n'aurais pas envie de changer de métier. Parce que ça devient, voilà, les petits soldats d'une politique qui nous est imposée. Bon, la liberté, l'originalité, où la laisse-t-on s'exprimer? Et c'est pas impossible que cette situation hésitante sur les métiers de la recherche ait à faire avec ça. Et à faire aussi avec des revendications qui sont beaucoup plus générales que sur les scientifiques et les femmes, qui sont, je dirais tout bêtement, qu'au XXIe siècle, eh ben, les gens, et les jeunes en particulier, aspirent à pouvoir faire un métier intéressant, où ils pourront s'exprimer, à pouvoir avoir la vie de famille qu'ils ont choisie et avoir du temps pour la vivre, et avoir du temps pour la vie culturelle, et avoir du temps pour la vie de la cité au sens le plus large. C'est odieux, parce que ça ne permet pas naturellement de focaliser chaque individu sur ce qu'il doit produire dans le cadre de quelque chose qu'on vous décide par en haut. Bon, je crois que sur ces questions, on n'avancera pas sur ça en même temps. Parce que ça n'était pas comme ça, je veux dire, ça crée... Léna, justement, sur la vie... Voilà, c'est légitime, c'est légitime. Merci, Léna. Oui. Sur les difficultés justement de concilier la vie professionnelle, la vie privée, les solutions pour les étudiants dans les filières scientifiques, qu'est-ce que tu proposes? Bon, sur cette question en particulier, à l'UEC, on a plusieurs revendications, hein, notamment cette revendication historique du revenu étudiant pour permettre aux étudiants et aux étudiantes de pouvoir se consacrer exclusivement à leurs études sans avoir à travailler à côté, puisque c'est la première cause d'échec à l'université. Hein. Mais plus spécifiquement sur comment traiter cette problématique de la place des femmes dans les milieux scientifiques et dans les filières scientifiques notamment, je pense qu'il y a plusieurs choses et les solutions, elles se trouvent dans plusieurs strates, disons. Déjà, il y a sur le lycée. On a besoin de retourner à un cadrage national du diplôme, revenir sur ces filières, revenir... il faut sortir là de ces spécialités, voilà, je cherchais le terme. Et en entendant tout ça, j'ai pensé notamment aussi au bac professionnel.
Au bac professionnel, on est en train d'enlever des heures de matières fondamentales, notamment des mathématiques, pour rajouter des heures en entreprise. Et pourtant, ces futurs travailleurs et travailleuses, ils vont avoir besoin de ces matières scientifiques pour leur travail déjà, mais aussi eux, en tant que personnes, pour comprendre le monde, pour pouvoir s'émanciper, pour pouvoir lire des revues scientifiques en ayant des clés. Et il faut revenir donc à un cadrage du diplôme, des matières communes pour tout le monde, et des maths et des sciences pour tout le monde. Ensuite, la question de l'orientation. Aujourd'hui, on a un vrai manque dans les services d'orientation, dans les lycées et même l'université. Les jeunes sont souvent face à eux-mêmes, face à leurs questions. Donc on a besoin aussi de créer ce service public de l'orientation, parce que bon, aujourd'hui, il y a de plus en plus, par exemple, le privé prend la main sur l'orientation. On a de plus en plus de professionnels privés qui font payer 120 € la séance pour orienter les jeunes, alors que les conseillers d'orientation, ils existent, mais juste il n'y en a pas assez. Donc un vrai service de l'orientation public et en cohérence avec les besoins de notre société. C'est pas normal qu'on se retrouve avec une pénurie de chercheurs ou une pénurie d'infirmières, alors que ça aurait pu être anticipé il y a 10 ans. Et donc ce service de l'orientation, il doit répondre à ce besoin aussi. Et ça devrait permettre aussi aux femmes de trouver une place dans les filières scientifiques. On a besoin de planifier nos besoins. Et je pense que une des dernières choses aussi se trouve aussi dans la formation, mais la formation tout au long de sa vie. Le projet de sécurité emploi-formation, c'est un projet profondément féministe qui doit pouvoir permettre aux femmes de travailler dans les métiers scientifiques, de pouvoir se réorienter et de pouvoir se former tout au long de leur vie. Et donc, ce projet, il doit permettre aux femmes d'accéder à la recherche, d'accéder aux sciences, par sa mise en place déjà, et par l'ouverture de l'université aux femmes, et donc à ces reprises d'études et à la TEF. Voilà. Merci Léna Rau. On va passer aux questions. On va passer aux questions dans la salle. Je vois tout de suite. Est-ce que je voulais juste rajouter quelque chose qui me semble extrêmement important, c'est que bon, on a été un peu pas négative parce qu'en réalité on voit quelques transformations. C'est encore à la marge, mais moi je vais vous dire, dans mon mandat que je remplis actuellement à l'UEC, je rencontre beaucoup de jeunes femmes qui sont dans des filières scientifiques, que ce soit les sciences du vivant, mais aussi des sciences expérimentales. Et je sens cette volonté d'aller loin, de continuer ses études, de faire de la recherche, d'être présente et de revendiquer leur place au sein d'un milieu composé majoritairement d'hommes. Et ça, c'est important parce que ça doit nous donner de l'espoir déjà et nous pousser à nous battre pour ces changements, pour toutes les solutions que j'ai proposées et tout ce qu'on a pu discuter avant. Bonjour.